Notre cours de philosophie politique en mode confinement va continuer avec la politique des zombifications. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la relation entre la dignité humaine et la politique des zombifications. Comme nous le savons, l'importance de la notion de dignité humaine n'est plus à démontrer aujourd'hui. L'exigence de respecter les droits de chaque personne est fondée sur la notion de dignité humaine qui apparaît dans chaque discours et document important sur les droits de l'homme. Il faudrait noter ici que la littérature abondante sur les droits de l'homme et la dignité humaine met en lumière le fait que la réflexion sur le droit de l'homme résulte de la révolte contre l'insensé de la violence et le refus de la négation de la dignité humaine. Les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ont conduit à la prise de conscience de la valeur intrinsèque de l'homme et à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme une opposition d'une fin de non-recevoir à tout ce qui nie la dignité de la personne humaine. L'exigence d'une telle réaction se fait sentir davantage aujourd'hui. Les dénigrements de la personne humaine, nés de l'arrogance d'un système économique qui n'a pour objectif que la maximisation du profit de quelques individus, la réduction de l'homme en Homo Pambaus. Homo Pambaus est une expression que nous avons forgée qui vient de Motopamba. Motopamba est une expression lingala. Le lingala est une des langues parlées en République démocratique du Congo. Motopamba, c'est-à-dire c'est une personne qui est considérée comme sans valeur ou une personne qui ne peut rien apporter ou une personne qui ne vaut absolument rien. Et j'ai forgé cette expression pour décrire une personne dont la dignité est foulée aux pieds par les structures injustes de la société et qui n'est plus considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour satisfaire les intérêts démesurés d'une classe politique irresponsable. Je disais donc la réduction de l'homme en Homo Pambaus par la politique de zombification qui bafoue les libertés fondamentales des citoyens doit nous pousser à une réflexion susceptible de permettre le passage de la politique de zombification à une politique d'humanisation respectueuse de la dignité humaine. Un tel passage est la réponse adéquate à une culture politique qui refuse de se soumettre à l'impératif moral qui exige que l'on traite l'humanité aussi bien dans notre propre personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen. S'il est vrai qu'aujourd'hui la dignité humaine est devenue un des exemples du consensus éthique et apparaît dans presque tous les documents légaux, il est également vrai que sa matérialisation en actes concrets reste encore problématique. Autrement dit, la dignité humaine est en théorie une idée incontournable qui a le consentement de tout le monde. Mais en pratique, elle sert tout simplement de miroir sur lesquels chacun projette ses propres valeurs et qui reflète les aspirations des individus qui cherchent éperdument les conditions d'une vie décente et respectable. Ici apparaît une question fondamentale. Comment se fait-il que dans le commerce entre les hommes, la dignité des uns est prise en compte et celle des autres ne l'est pas? Plusieurs réponses sont possibles. Quant à moi, je voudrais répondre à la question en la situant dans les domaines politiques et non pas métaphysiques. Ce qui m'intéresse ici, c'est de considérer comment l'organisation politique d'un pays détermine la façon dont ses citoyens sont traités par les autres. Le réalisme politique nous apprend que la reconnaissance et le respect de la dignité d'un peuple sont souvent conditionnés par l'organisation politique de son pays. Si le système politique d'un pays est fondé sur la politique de zombification, la dignité de son peuple a peu de chances d'être respectée par d'autres peuples.
Lorsque, par exemple, un peuple, ou un pays plutôt, n'offre pas à ses citoyens la possibilité de mener une vie de dignité, c'est-à-dire ne respecte pas leurs droits fondamentaux, ceux-ci s'ouvriront à toute opportunité visant à s'engager dans une aventure à la recherche d'un avenir meilleur. Mais ils sont souvent exposés à toutes sortes de traitements inhumains, allant de la privation du minimum nécessaire à la négation de leur appartenance à la race humaine. Et nous voyons comment certains de nos populations sont traités par les citoyens d'autres pays lorsqu'ils essayent de partir d'ici pour aller chercher de mieux vivre ailleurs. Ainsi donc, il devient évident que l'organisation politique d'un pays est un élément déterminant dans la reconnaissance de la dignité d'un peuple. Cette association de la reconnaissance de la dignité humaine avec l'organisation politique relève de la considération expérientielle de la notion de dignité humaine. Cette approche va au-delà des approches religieuses et philosophiques. La première approche, c'est-à-dire l'approche religieuse, affirme que la dignité humaine se fonde sur l'idée de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seconde approche, c'est-à-dire l'approche philosophique, qui est associée à Emmanuel Kant, soutient que notre dignité d'être humain ne dépend pas de notre utilité ou de notre appréciation par les autres. Elle dépend de notre capacité d'autodétermination morale ou notre capacité d'être sous la loi morale en vertu de laquelle nous sommes élevés au-dessus d'être simplement une partie du monde naturel. L'approche expérientielle, quant à elle, nous aide à comprendre que la dignité humaine n'est pas quelque chose déduit d'une théorie ou d'une prémisse intellectuelle ou ontologique. C'est quelque chose de concrètement rencontré dans un autre et reconnu en soi. Elle émerge en particulier dans des relations de solidarité, de compassion et de gratuité. En ce sens, comme le souligne si bien Paolo Carosa, avant d'être un problème juridique, la dignité humaine est un problème qui exige une sympathie profonde, non pas dans un sens sentimental banal, mais dans le sens de reconnaître dans la souffrance des autres l'authenticité de leurs désirs et de voir en elle la preuve d'un besoin universel dans lequel on prend conscience des facteurs constitutifs de soi-même et de l'humanité de l'autre. Cette prise de conscience nous renvoie aux exigences de notre responsabilité vis-à-vis de l'autre. Emmanuel Levinas nous aide à mieux saisir les contenus d'une telle responsabilité en nous signifiant que la responsabilité pour autrui est toujours une dette impayable. La présence de l'autre fait toujours vibrer la fibre de ma responsabilité pour lui. La présence de l'autre fait toujours vibrer cette fibre-là. Cette responsabilité, convient-il de le préciser, est antérieure à la prise de conscience de cette présence qui vient me faire sortir de ma distraction et de mon oubli pour me faire entrer en contact avec cet autre qui reste toujours le premier venu, quelles que soient les relations sociales préexistantes. Ainsi, tout engagement consenti ou refusé ne peut qu'être postérieur à ma responsabilité à son égard. Lévinas écrit à ce sujet: « Les prochains me concernent avant toute assomption, avant tout engagement consenti ou refusé. Je suis lié à lui, qui cependant est premier venu, sans signalement, dépareillé avant toute lésion contractée. Il m'ordonne avant d'être reconnu. » Cette responsabilité, comme le fait remarquer Lévinas, s'exprime dans la proximité du moi avec l'autre. La proximité du moi à l'autre. La proximité dont il est question ici, précise Lévinas, n'est pas une configuration se produisant dans l'âme, ni l'immédiateté plus ancienne que l'abstraction de la nature, moins encore une fusion avec l'autre.
Elle est par contre contact d'autrui, mais un contact qui exclut toute tentative d'investir autrui pour annuler ainsi son altérité. Ce contact exclut également toute peur qui consisterait à se sentir supprimé dans l'autre, à perdre son identité. Cette responsabilité qui nous permet d'effectuer les passages de la politique de zombification à la politique d'humanisation nous permet de considérer la dignité de l'autre. À partir du moment où je nie la dignité de l'autre, je nie ma propre dignité. Et cette responsabilité de l'autre qui précède tout engagement me permet donc d'effectuer de façon effective ce passage de la politique de zombification à une politique d'humanisation.